On est parti sur l'actu, tu peux te mettre sur mon écran. Vitalik qui propose une nouvelle refonte de son système de gaz. Alors c'est tout frais, hein, ça a 5 jours. Et tu vois pas l'information partout. Il faut aller sur GitHub pour le voir. Si tu vas sur le site officiel, le IP, machin, tu vois pas encore. L'idée c'est quoi? C'est de faire un troisième type de gaz. Donc souvenez-vous, par exemple, quand on va sur L2Bits, dans Activity, je crois que c'est ça. Non, pas Activity, pardon. On peut voir en fonction des différents types de roll-up qu'il y a différents types de données. Des données qui sont dites call data ou blob. Donc initialement, il y avait un seul type de gaz pour un seul type de données. Ensuite, on a créé un nouveau type, les blobs, pour les roll-up. Et là, on voudrait créer un troisième type. Et le but, c'est du coup d'avoir un gaz spécifique pour les données et la computation liées au roll-up, un gaz lié à l'exécution et un gaz lié aux données d'appel, donc au call data, histoire en fait de valoriser au mieux et la computation et le stockage et potentiellement optimiser les coûts directement sur Ethereum. Donc voilà, je sais pas trop où ça en est pour le moment. Je pense que c'est une proposition, il faut qu'elle soit acceptée, qu'elle fasse consensus et ensuite qu'il y ait un fork sur Ethereum. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose d'assez intéressant au niveau du coup du Layer 1 Ethereum. Même si ça peut quoi les avoir impacts directs concrètement? Baisse des frais. Sur le L1. Sur le L1 et du coup pour les roll-up et du coup pour les utilisateurs finaux. Et c'est quoi les inconvénients? Rajouter de la complexité, puisqu'on rajoute encore un nouveau système de gaz et que faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir l'implémenter, etc. Voilà, donc je dirais que je pense que ça va être accepté et qu'on va faire différents types de gaz pour différents types de trucs au fur et à mesure, parce que ça me semble logique tout simplement, mais il ne faut pas que ça devienne complètement incompréhensible. Est-ce que pour toi ça affecterait la demande pour l'ETH ou pas du tout? Ou ça resterait la même chose? Pour moi, c'est comment le marché va le pricer. Je pense que là-dessus, c'est difficile à dire. Parce que tu vois, au final, regarde, les frais, ils ont baissé. Et est-ce que la demande sur Ethereum a explosé? Pas vraiment. Donc au final, j'ai envie de dire, tout est question d'effet de mode, d'utilisation du réseau et donc de burn d'Ethereum, de montée de prix, etc. Ça dépend des applications, en fait. Et on voit bien que le fait que les frais ont baissé, ça n'a pas fait exploser l'écosystème d'applications. On se retrouve pas avec plein d'applications trop bien pour le moment. On digère un peu l'information, quoi. Ensuite, donc on a Alexei Pertsev, j'espère que je dis son prénom et nom correctement, le développeur de Tornado Cash qui a été reconnu coupable de blanchiment d'argent. Alors cette histoire, il va falloir la digérer bien comme il faut parce que ça veut dire plusieurs choses. Et je vais me faire l'avocat du diable parce que voilà, moi en grand libertarien, je suis plutôt du genre à dire effectivement, il a développé un protocole. Ensuite, les gens servent. Et effectivement, dans les gens qui utilisent le protocole, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Et en fait, ce qui lui a été reproché, c'est pas la neutralité du protocole. Ce qui lui a été reproché, c'est d'avoir consciemment accepté le risque important. En plus de ça, d'avoir vu que le protocole a été systématiquement utilisé par des hackers pour blanchir les fonds après piratage. Donc tu vois, en fait... C'est qu'ils savaient majoritairement que ça allait être utilisé à des fins en fait, illégales. C'est là où le débat il se fait. Le débat, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux sans forcément couper. Peut-être qu'il aurait pu implémenter des choses, se rapprocher de régulateurs, se rapprocher de certains généalistes, etc. Ce qui lui est reproché, peut-être, c'est d'avoir été en mode oui, moi c'est le protocole, faites ce que vous voulez. Un petit peu comme Ross, c'est le fondateur de Silk Road à l'époque, la marketplace sur le Darknet qui permettait d'acheter de la drogue, des armes, etc. Je pense que c'est surtout d'avoir été passif et aussi forcément de montrer un signal politique qui est allez les gars, faites des outils à blanchir de l'argent, mais nous derrière on va vous cueillir et on va vous assommer. Donc là on parle de 64 mois de prison, ça fait un petit peu plus de 5 ans, 5 ans et 3 mois ou 5 ans et 4 mois. Il fait appel, on ne sait pas si sa demande d'appel a été acceptée pour le moment, mais si la demande d'appel est acceptée, il va pouvoir rester chez lui en attendant d'avoir des nouvelles, sinon emprisonner le pauvre garçon. Donc on vous tiendra au courant là-dessus aussi. Après je pense que là c'est purement politique, en plus du blanchiment d'argent, dans le sens ils veulent en faire un exemple et dissuader n'importe qui de faire quelque chose de similaire. Et puis en fait là où c'est important, c'est que ça fait jurisprudence peut-être. Enfin en tout cas, est-ce qu'on a eu d'autres cas de ce style avant lui? Sur ce marché, non. Par contre, après lui, je pense que là, les prochains, c'est tous les protocoles de coin mixing qu'on a vus, genre Wasabi, etc. Alors, il y en a qui ont, qui ont directement coopéré avec les régulateurs ou directement enlevé l'option pour pas avoir de problème. Il y en a d'autres qui se sont fait attraper, j'ai plus les noms exacts, mais en tout cas, il y en a d'autres qui vont se prendre la même chose, je pense, parce que le coin mixing, c'est la même logique. C'est de faciliter le blanchiment d'argent et donc tirer dans les pattes des services de police, etc., retracer les fonds, en fait. Donc pour moi, tout ce qui va être coin mixing, protocole qui intègre du coin mixing, donc du Dash, du Monero et tout ce qui est fork de Dash et Monero,
ça va être dans le viseur. Tout ce qui est ZK, c'est différent parce qu'en général, on n'utilise pas les protocoles ZK pour faire des transactions anonymes, on s'en sert plutôt pour autre chose. Mais par contre, des protocoles type Namada, bah pour moi, c'est un peu la même chose, tu vois. Namada, on a fait une analyse. L'idée, c'est de faire une espèce de surcouche pour de multiples chains pour rajouter de la confidentialité. Mais s'il y a de la confidentialité, on en revient au même débat. Donc, il y a moyen que tous ces protocoles-là, dès qu'ils vont avoir de la traction, ils vont se faire attaquer, tu vois. Je comprends les régulateurs. Après, pour ce qui est de la sentence, c'est différent, quoi. Mais moi, je me mets à la place des régulateurs. Est-ce que je fais quelque chose de si différent que ça? C'est beaucoup, 5 ans quand même. Maintenant, on va voir. Mais à mon avis, c'est pas le premier et enfin, c'est pas le dernier. C'est pour ça que se placer sur des privacy coins, un peu comme Monero, comme tu l'expliquais, Dash, etc., bah, c'est compliqué parce que c'est un peu spéculer sur un truc sur lequel les régulateurs se positionnent clairement contre, en fait. En plus d'avoir les exchanges qui, globalement, sont à la botte des régulateurs et doivent appliquer ce que les régulateurs décident. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des listings de Binance, je crois, pour Monero, pour d'autres, etc. Donc, il y avait quelqu'un d'ailleurs qui m'en parlait, qui me disait est-ce que tu en as, etc. Moi, personnellement, j'ai pas de privacy coin. Après, je peux comprendre philosophiquement pourquoi on puisse vouloir en détenir, etc. Mais après, vouloir en détenir et l'utiliser, c'est différent de spéculer dessus. Donc moi, je spécule pas dessus. Est-ce que j'en utilise? Non. Mais je peux comprendre ceux qui veulent potentiellement utiliser ces monnaies-là. Ah, on a un nouveau concurrent des Gunlayers. Alors, vous allez en voir beaucoup, hein, d'ailleurs. Un qui s'appelle Symbiotic. Et ce concurrent Symbiotic serait créé par les fondateurs de Lido et financé par le gros VC Paradigm. Voilà, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que... C'est vraiment créé par les founders ou c'est juste financé? Soutiennent. Excuse-moi, j'ai cru comprendre que c'était créé par Lido, mais en fait, tu as peut-être raison, c'est pas le cas. Donc, je vais pas dire de bêtises. Soutiennent, je vais reprendre le mot exact. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, Lido perce un petit peu ce monopole du staking liquide, parce que le restaking, c'est aussi une sorte de staking liquide avec les codes restaking. Et cette information, on n'aurait pas dû la connaître. En réalité, c'est encore une fois CoinDesk, un des plus gros médias crypto, qui a réussi à récupérer des documents à ce sujet-là. Et la petite particularité de ce protocole, c'est que visiblement, on pourrait utiliser toutes sortes de jetons ERC20 comme collatéral, comme Karak, tout à fait, dont on parlait dans l'émission précédente, comme collatéral pour pouvoir faire fonctionner ce restaking. Donc c'est tout ce qu'on sait. Le protocole n'a pas du tout été annoncé à ma connaissance, mais en tout cas, j'aimerais bien savoir qui sont les tops de chez CoinDesk, parce que souvenez-vous, le crash de FTX, ça partait de CoinDesk la dernière fois aussi. Hein. Ouais, mais je pense que c'est juste par leur position qui sont super bien placés. Je pense qu'ils échangent régulièrement avec des VC, avec plein de gens, etc. Et puis peut-être, je suppose que certaines personnes ont des intérêts à faire fuiter les informations, que ce soit négativement sur le projet ou positivement. Donc, à voir. Mais très intéressant parce que on en parlait pas mal dernièrement. J'en parlais même dans mon interview de Edgar Roth, qui est protocole spécialiste chez Kill. Du coup, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'est le restaking, etc. avec lui. Enfin, c'est surtout lui qui a expliqué ça en réalité. Et du coup, je lui disais, est-ce qu'il y a vraiment des concurrents de Eigenlayer? Et jusqu'à maintenant, il n'avait pas véritablement. Et du coup, maintenant, il semblerait qu'il y en a un. Donc, peut-être si tu mets la vidéo dans le chat ou quoi. Ouais, je la mets de suite. Et du coup, on sait qu'il y a Babylon pour Ethereum. Il y a Avail aussi qui va en faire. Il y a Karak qui ferait avec plusieurs sortes d'actifs. On a apparemment un projet, je crois que c'est Picasso qui va le faire avec du Solana. Et je vous parlerai tout à l'heure d'un autre acteur qui est soutenu par Starknet aussi, qui s'appelle... j'ai plus le nom. C'est quoi? Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais dans tous les cas, c'est bien d'avoir différentes options. Enfin, la concurrence, c'est sain. Et j'ai hâte de voir si Eigenlayer va changer son fusil d'épaule sur certains sujets, peut-être prendre des décisions spécifiques pour faire face à cette concurrence. Parce que quand tu as les fondateurs de Paradigm et Lido qui te financent, c'est qu'ils veulent flipper Eigenlayer, quoi. Ils veulent faire un truc qui est encore plus gros. Et surtout que Lido en soi est un acteur clé dans l'écosystème Ethereum. Et que là, on parle quand même de la sécurité d'Ethereum et de la mettre à disposition d'AVS, quoi. Ouais, en fait, déjà, ce qu'on sait, souviens-toi, c'est que là, il y a le jeton Eigenlayer qui va être claim et qui va être dispo dans peu de temps, mais qu'on pourra pas revendre. C'est pas tout de suite, hein. Ouais. Je crois que c'est dans un bon moment quand même, hein. Ça va être en septembre qu'on va pouvoir commencer à le revendre, mais avant ça, on va pouvoir l'utiliser pour de la gouvernance. Et justement, cette gouvernance, ça va justement être l'occasion de dire, est-ce qu'on ne couperait pas l'herbe sous le pied de Symbiotic et compagnie en faisant ce qu'ils font et potentiellement en le faisant mieux. Donc, clairement, ça va s'accélérer dans pas longtemps. Mais vous allez voir, dans cette émission, on va parler d'actualité, on va parler de fondamentaux. Là, ça commence à s'accélérer. Autour de juin, juillet, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Est-ce que ce sera suffisant pour créer l'envie d'acheter et
rescouer un peu les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, c'est assez calme, ça, je sais pas. Mais en tout cas, on voit beaucoup de choses se dessiner pour cet été. Ripple va sortir un stablecoin. Ce stablecoin pourrait sortir en juin. Donc, le PDG fait son boulot de pro-réglementation en mode regardez Tether, ça sent pas bon, à eux seuls, ça pourrait être un catalyseur ultra négatif sur le marché des cryptos, ce qui est vrai factuellement. Et donc, le CEO de Tether dit bah les gars, je suis pas d'accord, nous on est là depuis très 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 longtemps, on bosse avec plein de pays, on a bloqué 1,3 milliard de dollars d'actifs en collaboration avec les autorités quand il y a des piratages, etc. On fait tout ce qui est en notre possible. Bref, petite guéguerre, Ripple qui essaie de prendre du terrain et Tether qui essaie de garder. Ensuite, donc WorldCoin, très rapidement aussi, supprime les codes d'iris. Vous le savez, WorldCoin, c'est un système qui est censé lutter contre le Sibyl, c'est-à-dire, en gros, c'est un système qui essaie de mettre en place un humain derrière un ordinateur égale une personnalité numérique grâce à un scan de votre identité biométrique de votre œil, de votre iris. Est-ce que ça ressemblerait pas au WorldCoin? C'est ça dont tu parles? Ok, je croyais que tu parlais d'autre chose. My bad. Je parle de WorldCoin. Je suis totalement débile. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais en gros, j'avais vu un autre logo, du coup, j'étais en mode, c'est du père. Je suis désolé. Le système, c'est quoi? C'est qu'en fait, WorldCoin, derrière WorldCoin, c'est OpenAI. Et OpenAI, c'est quoi? C'est une boîte qui s'est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et donc, comme on va rentrer dans un monde avec des intelligences artificielles qui vont être de plus en plus proches de l'intelligence humaine, voire qui vont la dépasser, un petit peu ou beaucoup, ça, l'avenir nous le dira, ça va être de plus en plus difficile, notamment, d'identifier qui est un humain, qui n'est pas un humain sur un forum, sur Internet, sur un réseau social, etc. etc. Ça, c'est le monde qui nous attend dans quelques années. Ça va être de plus en plus difficile. Et donc, ça va être aussi de plus en plus difficile de mettre en place des systèmes sans être envahi par des armées de robots. C'est pour ça qu'il faut des outils anti-Sibyl comme WorldCoin. Et en fait, ils avaient été critiqués parce qu'ils collectaient l'empreinte unique de nos iris. Et bien là, ils ont dit, les gars, toute notre base de données d'iris, ça dégage. Et on met en place un système open source avec de la multi-party computation avec des partenaires, de sorte à ce que ce soit le plus décentralisé possible et le plus ouvert possible. Donc ceux qui veulent les explications en détail, vous avez le tweet de WorldCoin avec l'article qui en parle. Je vous laisserai lire tout ça. Vous avez bien sûr, comme d'habitude en description, le lien du Coin Hebdo. C'est très intéressant. Parce que des solutions anti-Sibyl, il n'y en a pas des milliards sur le marché. Et ceux qui vont y arriver, je pense que ça va être le jackpot. Parce que c'est le sujet pour contrer l'IA. Donc après, vous avez les actualités en bref. Je pense notamment à ça. Alors, est-ce que ça, tu l'as suivi, toi, Léo? Moi, je vais pas faire genre, j'ai moins suivi. J'ai juste compris qu'il y avait des politiques anti-crypto qui pouvaient se mettre en place sous la présidence de Biden. Ouais, je peux en parler vite fait, mais en gros, l'administration Biden, clairement, voulait voter quelque chose qui qui empêchait les banques de détenir et de sécuriser des cryptos. Et du coup, là, de ce que je comprends, le Sénat américain vote pour supprimer cette règle qui empêcherait les banques de détenir et de sécuriser des cryptos. Donc, en fait, ils pouvaient... cet amendement, en tout cas, ce SAP 121 avait pour vocation d'empêcher la détention de crypto par des banques. Et du coup, on a eu une petite coalition de 48 républicains et 12 démocrates, donc à 60 contre 38, pour empêcher ces nouvelles. Bah, c'est vraiment bien. Hein. Enfin, moi, je m'attendais pas à ça. Mais, bullish pour nous, quoi, je suppose. Bullish pour nous. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.